BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 17, c'est le député MoDem des Hauts-de-Seine, Jean-Luc Bourlange, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Bourlange. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur BFM Business. On a plein de questions d'actu à vous poser. D'abord, alors début de campagne, certains disent oui, ça y est, c'est parti. Quand vous voyez le concours Lépine des propositions qui commencent à affluer, qui sur le pouvoir d'achat, qui sur les nécessaires réformes, qui sur les questions énergétiques, comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, aujourd'hui? Vous dites, est-ce que vous craignez déjà que certains thèmes majeurs au plan économique, sur le plan économique, n'émergent pas finalement dans cette campagne, vous? Moi, je suis toujours un peu gêné par la fragmentation d'une campagne électorale en plusieurs petites propositions. Je crois que c'est pas le but. Le but d'une présidentielle, c'est de déterminer un cap, une ligne. Et on voit bien quelles sont les lignes possibles. Il y a globalement une ligne souverainiste. On se replie sur soi. Alors, économiquement, politiquement, on recule par rapport à l'Europe. Et puis il y a l'autre ligne à gauche où on est carrément en sécession par rapport au capitalisme, par rapport à la société ambiante, par rapport, alors soit sur une rupture de type décroissance chez les Verts, et puis au milieu, si je puis dire, ou au centre, il y a la fidélité fondamentale au libéral social européen, c'est-à-dire c'est le modèle français. On veut développer l'initiative, on fait ce qu'il faut sur le plan fiscal, on fait ce qu'il faut sur le plan de la formation, on veut développer la solidarité, et là on a quand même fait, Macron a fait ses preuves à travers la pandémie. On a bien vu dire que ça avait des résultats, que la pauvreté n'avait pas augmenté, etc. Ouais. Alors que c'était pas évident. Vous avez dit pas gagné. Voilà, et puis troisièmement, l'Europe, c'est-à-dire que on estime globalement que les 20 prochaines années, si les peuples européens sont pas capables d'agir solidairement face aux menaces qu'ils ont auxquelles ils sont confrontés, ça marchera pas. Donc je crois que c'est quand même ça les grands choix, si vous voulez. Et il faut garder présent à l'esprit qu'une campagne électorale, un président, c'est pas un premier ministre, c'est pas une législature, c'est quelqu'un qui fixe une orientation et qui donne un sens à l'action collective d'un pays. Mais justement, le débat sur le pouvoir d'achat qui a alimenté les gazettes, comme on dit pendant des semaines, c'est révélateur de ça, justement, cette fragmentation de la campagne, finalement. Est-ce que vous dites que c'est un thème, en tout cas la façon dont on l'a abordé, finalement, c'est quelque chose qui a peut-être un peu phagocyté, qui risque de phagocyter le reste de la campagne? Je ne vais pas esquiver votre question, mais je crois qu'il faut quand même comprendre une chose très importante, c'est que les Français, les Européens, d'une façon générale, ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils se sentent dans un monde qui répond de moins en moins à leurs attentes. Le défi écologique est écrasant. On sait qu'il faudra faire des tas de choses qu'on n'a pas envie de faire. En réalité, le défi géopolitique est écrasant. Le défi culturel, l'islamisme, etc. On se sent mis en cause dans des valeurs fondamentales. Le défi géopolitique, on voit bien que les États-Unis nous lâchent un peu, que la Chine est très menaçante, que la Russie ne s'est pas du tout bonifiée au cours des 15 dernières années. Et du coup, il y a une inquiétude économique et une inquiétude sociale. Et les gens, quand on regarde le pouvoir d'achat, c'est vrai que la France n'est pas très riche. Les Français ne sont pas très riches et donc ils ne sont pas satisfaits. En plus, il y a la baisse de croyances religieuses. C'est un fait, on croit de moins en moins à l'au-delà. Donc c'est un cocktail détonnant. Il faut qu'on ait des satisfactions immédiates. Et donc il y a une revendication, une inquiétude auquel on ne peut répondre qu'à condition de retrouver un dynamisme économique, à condition que les gens aient le sentiment de progresser, à condition qu'ils aient le sentiment que leurs enfants pourront gagner plus. C'est ça qui est derrière la querelle. Mais ça implique des réformes plus larges que juste un coup de pouce sur le SMIC ou un coup de pouce au niveau du SMIC. Voilà. Donc ça doit être incarné dans quel type de réformes pour vous qui peut-être ont été relativement absents des dernières années finalement? Moi je suis peut-être un peu idéaliste. Je suis un vieux prof. J'ai fait l'école qu'on supprime actuellement sur la fonction publique. Mais avant, j'étais professeur de lettres et ça a compté beaucoup plus pour moi que toute autre formation. Je crois qu'il faut qu'on retrouve un rapport heureux et dynamique à l'éducation
et à la formation. Blanquer a incarné ça. On ne lui a pas donné tout à fait les moyens. Il faudrait qu'on ait les moyens de faire ça. Si vous voulez, c'est pour un pays, c'est le point central. C'est avec ça que vous créez l'ascenseur social. Mais dès le début, dès la maternelle, il faut que les gens arrivent en sachant écrire, en sachant compter, en sachant lire. Ce n'est plus le cas et ça implique des efforts. C'est la machine à intégrer vis-à-vis des immigrés en mal d'intégration, etc. Si vous offrez une formation scolaire diversifiée, exigeante, prometteuse, si vous vous occupez aussi des parents, des mères qui ne savent pas, qui connaissent pas le français, c'est la condition de la victoire technologique. C'est central. C'est la condition de la victoire technologique. Il faut développer la science. C'est un rapport à la raison. Oui. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point la société est travaillée par des forces irrationnelles. On voit sur les anti-vax, etc. Et à quel point la chance pour elle, son seul avenir possible, c'est de retrouver un rapport positif à la raison, y compris sur l'écologie. Et on ne va pas faire comme disait Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature. Pour l'instant, c'est plutôt la nature qui est en train de nous posséder. Mais il est évident que tous les défis auxquels nous sommes confrontés ne seront relevés que si on fait preuve d'innovation, d'intelligence. Et ça débouche sur la démocratie. Ouais. Parce que qu'est-ce qui est en cause actuellement, sinon le reflux de la raison, le reflux du dialogue, l'incapacité à échanger. Enfin, il y a un malaise très profond dans la société occidentale, pas simplement française. Et c'est ça le véritable enjeu de la présidentielle. Et justement, ces défis, est-ce qu'on les résout par plus d'Europe ? Je ne m'attends pas à ce que l'ancien député européen que vous êtes, europhile convaincu, me dise le contraire. Mais je crois que c'est vraiment un problème de bon sens. Les gens qui vous disent, dans le monde dans lequel on est, avec les défis chinois, avec le défi islamiste, avec les Américains qui branlent dans le Manche, les Russes qui sont quand même très inamicaux et assez... On va dire, on a une bonne idée, on va y aller tous séparément, les Allemands d'un côté, les Italiens de l'autre, les Espagnols, etc. Les Anglais ont essayé ça, c'est une erreur. Et alors, ils essaient de rationaliser a posteriori un choix. C'est un choix qui s'est imposé, ils l'ont fait. Oui. Bon, donc on doit faire avec. Mais c'est évidemment complètement idiot. Et c'est un jeu à somme négative. Alors maintenant, non, Est-ce que vous êtes plein d'espoir par rapport à ça ? Non, c'est bien la question que je voulais aborder. C'est pas parce qu'on dit ça, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut le faire qu'on va le faire. Et ça, c'est le véritable enjeu. Vous savez, nous, la différence, prenons les Allemands et les Français, qui sont clés. Au hasard. La différence entre les Allemands et les Français, c'est simple. Les Allemands, ils sont pro-européens. Parce qu'ils sont contents de l'Europe telle qu'elle est. Les Français, ils sont pas contents de l'Europe telle qu'elle est. Soit ils en veulent moins, comme l'extrême droite par exemple, soit ils en veulent plus, comme moi. Bon, mais il se trouve que l'Europe telle qu'elle est, elle n'est pas satisfaisante. Mais aujourd'hui... On sent que les Allemands bougent. Mais oui, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est nous qui avons raison. C'est nous qui disons l'Europe de demain ne doit pas être la même que celle d'hier. L'Europe n'a pas fait de politique, elle doit faire de la politique. L'Europe doit être plus démocratique. L'Europe ne doit pas faire simplement de la monnaie et de la gestion monétaire. Elle doit aussi avoir une solidarité budgétaire. C'est ça et ça, nous sommes porteurs de ça. La grande surprise, c'est que les Allemands bougent. Et l'Europe politique a redonné, grâce aux Allemands notamment, et l'adoption du plan de relance européen, des couleurs à ces idées. Et vous savez, c'est quand même, sans faire de cocorico... C'est porteur d'espoir pour vous. C'est tout à fait porteur d'espoir, et sans faire de cocorico, parce que je crois qu'au cours des 20 dernières années, on a été quand même assez mauvais par rapport aux Allemands, et quand on donnait des conseils aux Européens, notamment aux Allemands, ils nous disaient, écoutez, commencez par mettre un peu d'ordre chez vous, puis vous serez mieux entendus. Bien, malgré ces performances assez médiocres, notamment sur le plan budgétaire, notre message a fini par être entendu. C'est ça la grande surprise des dernières années Merkel. C'est qu'ils se sont en réalité assez profondément... très lentement, très progressivement, ralliés à notre conception des choses, et qui est une conception pas du tout nationaliste, mais c'est l'idée, l'Europe, vous pouvez pas vous en tenir là. Si vous transformez pas cette communauté d'échange en une communauté politique, on aura manqué le coche. Est-ce que ça tient pas au fait, alors tant mieux pour nous, mais aussi au fait que du fait des soubresauts qu'a connu la Chine durant cette crise et qu'elle risque de connaître dans les prochaines années,
l'Allemagne se rend compte qu'elle va peut-être finalement devoir un peu plus composer qu'elle ne le pensait avec ses partenaires européens, finalement, sur le plan commercial, sur le plan politique. Voilà, tant mieux pour nous. C'est-à-dire que l'Allemagne a eu le sentiment, l'Allemagne après quand même l'effroyable XXe siècle, première moitié du XXe siècle, elle a dit, nous on va être nickel, on va pas faire de politique de puissance, on va faire du commerce, on va faire de la solidarité, on va être de bons partenaires, on va être de bons alliés des Américains, on va être de bons commerçants avec les Chinois. Et puis là, elle découvre que tout ça toutes ces quilles qui sont en l'air, ces assiettes qui sont en l'air, que l'Europe ça a du bon finalement. Il faut remettre d'aplomb tout ça et qu'on ne pourra pas s'épargner d'avoir une personnalité politique. Ça veut dire concrètement, on a 3 minutes encore, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce que vous espérez de la prochaine chancellerie qui va arriver au pouvoir d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, jusqu'où on peut aller désormais en matière d'intégration économique et politique avec les Allemands, et qu'est-ce que va devoir porter Emmanuel Macron quand la France va présider l'Union européenne finalement? Oui, alors la présidence, il ne faut pas attendre d'une présidence de 6 mois. Vous savez, quand vous êtes là, je cite toujours le mot qui était celui de Tardieu, qui disait qu'un chef de gouvernement, il a les bras chargés des enfants des autres. Alors le président, pour 6 mois de l'Union européenne, il hérite de toutes les initiatives qu'il n'a pas conçues, et ses propres initiatives, c'est pas lui qui les verra naître. Mais il y a une fenêtre de tir là. Mais c'est quand même le tournant. C'est là où c'est important. Il y a le tournant carbone. Il faut absolument, d'abord nucléaire. On est en train de retrouver quelque chose d'à peu près équilibré entre énergie renouvelable et énergie nucléaire. Ça, on vient de loin. Les Français, on était les seuls à défendre l'énergie nucléaire. Et maintenant, on comprend que, compte tenu de l'échéance, de la rapidité des menaces telles qu'elles sont définies par le GIEC, il faut absolument jouer le nucléaire à court terme. Mais pas contre les renouvelables. Et ça, ça pénètre. On a, au dernier Conseil européen, on avait une vingtaine de pays derrière nous. C'est tout à fait nouveau. On a quand même 2 modèles énergétiques différents, radicalement différents entre la France et l'Allemagne. Oui, est-ce que ça pose pas problème à un moment donné aussi? Ça reste. Moi, je crois qu'il faudra un compromis. Oui. Je pense qu'on y arrivera, mais la grande critique qu'on peut faire à Madame Merkel, c'est d'être sortie du nucléaire dans les conditions où elle est sortie. Je crois que et les résultats sont là. Je disais ironiquement dans l'interview du Point à laquelle vous faisiez allusion que c'était le seul domaine où nous étions vraiment meilleurs que les Allemands. Et c'était très difficile pour les Allemands de l'accepter parce qu'ils ont l'habitude de nous dire écoutez, faites comme nous, ça ira mieux pour vous. Et là, on leur dit non, là, c'est peut-être nous qui avons tracé la bonne voie. Ah bon? 30 secondes, Jean-Louis Bourlange, est-ce qu'on va parler suffisamment d'Europe? Vous nous en parlez, on va en parler pendant 10 minutes, mais est-ce qu'on va parler beaucoup d'Europe dans cette campagne? Est-ce qu'il faut oui? Est-ce qu'on va en parler assez? C'est un sous-jacent fondamental. C'est un sous-jacent fondamental. On voit que les 2 candidats d'extrême droite restent allergiques. Ils ne sont pas pour la sortie parce qu'ils savent qu'ils se feront avoir. À l'extrême gauche, M. Mélenchon, qui pourtant avait voté pour Maastricht, s'en est détourné. Monsieur Jadot est très pro-européen, mais il est quand même très gêné par les thèses de son électorat. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est les candidats LR. Ils sont tous les 3, globalement, assez Macron-compatibles. Ils veulent être candidats parce qu'ils veulent pas... mais sur l'Europe, ils savent pas. Alors on voit même Barnier qui a construit ce traité Brexit, qui est un traité fondé sur le droit communautaire, dit au bout du compte, le droit national, c'est peut-être mieux. Si on le prend au mot, il n'y a plus de Brexit, il n'y a plus de traité. Et face aux Anglais, on sera chacun séparément les uns contre les autres. Donc LR hésite, mais globalement le sous-jacent européen est fondamental dans la campagne. Il y a ceux qui veulent agir avec les autres et ceux qui veulent se replier sur eux-mêmes, fermer les écoutilles et essayer de s'en tirer sans partager. C'est marrant que vous me parliez de Michel Barnier, parce qu'on explique que tout le monde veut taper sur Michel Barnier parce qu'on considère que c'est le meilleur moyen de le faire monter, mais que ça serait le candidat le moins dangereux pour Emmanuel Macron. Voilà, c'est un petit peu le discours des... Non, mais moi, je dirais très simplement, c'est un ami personnel. Mais après avoir dit ça, je dis que j'étais quand même extrêmement étonné et déçu par sa position sur le droit européen. Pas lui, pas ça. Allez, vive la campagne, et vous reviendrez bien sûr nous en parler, la commente avec nous, Jean-Louis Bourlange, avec plaisir. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup, député Modem des Hauts-de-Seine. Merci Jean-Louis Bourlange d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business. À très vite, avec plaisir.